Bonjour et bienvenue dans cette vidéo coup de cœur 2024. Dans cette vidéo, vous allez voir les jeux qui m'ont le plus marqué pour cette année. C'est parti! Et on commence tout de suite avec Captain Flip, un jeu de Paolo Mori et de Remo Consadori. C'est illustré par Jonathan Oconte, c'est édité par Playpunk. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour environ 20 minutes de partie. Dans Captain Flip, le but, c'est d'avoir le plus de pièces à la fin de la partie. Durant la partie, les joueurs vont récupérer différents personnages qui vont venir placer sur leur petit plateau sur les différentes colonnes. À la fin de la partie, lorsqu'un joueur aura rempli au moins 4 colonnes sur les 5, on regardera celui qui a le plus de pièces et c'est lui qui gagnera la partie. Un tour de Captain Flip est super simple. Vous prenez le sac, vous allez piocher l'un des 9 personnages disponibles et vous allez pouvoir le placer sur votre plateau, toujours dans une colonne au plus bas de celle-ci. Mon personnage, une fois placé, va pouvoir déclencher un effet soit immédiatement, soit à la fin de la partie. Une fois que j'ai placé mon pirate, c'est au joueur suivant de jouer, et ainsi de suite. Alors vous allez me dire, c'est un peu trop simple comme jeu, c'est quoi le twist de Captain Flip? Eh bien le twist de Captain Flip, c'est qu'en réalité, quand vous piochez un personnage, vous n'êtes pas obligé tout de suite de le placer, vous avez la possibilité de le flipper, d'où le nom Captain Flip. En effet, lorsque je pioche un petit personnage, je vais pouvoir le placer ou alors tout simplement pouvoir retourner ce personnage-là, car évidemment, de l'autre côté, ce n'est pas le même personnage. Chaque personnage déclenche un effet de jour ou de nuit, donc immédiat ou en fin de partie, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous flippez la tuile, vous ne pourrez plus revenir sur votre décision. Une fois que vous avez retourné le personnage, vous êtes obligé de le placer et parfois le personnage que vous avez révélé finalement est moins intéressant que le précédent. Très rapidement, on peut regarder différents pouvoirs de personnages, notamment la vigie qui en fin de partie vous fera 4 points s'il est situé au plus haut d'une colonne. Vous avez également le cartographe, quand vous le récupérez, vous allez pouvoir récupérer également la carte au trésor et à chaque fin de tour, si vous possédez la carte au trésor, vous gagnez une pièce. On a également le petit singe immédiatement posé, vous gagnez une pièce et ensuite vous allez pouvoir retourner une tuile déjà posée adjacente au petit singe, donc il faut essayer de se rappeler de ce qu'il y avait derrière évidemment, ou prendre le risque de tomber sur quelque chose qui vous plaira moins. Le perroquet que j'adore, en fin de partie vous perdez une pièce, mais immédiatement vous repiochez une tuile. Alors ça vous donne des combos de je joue un perroquet, je pioche un perroquet qui me fait piocher un perroquet, qui me fait piocher un perroquet, bref, de quoi compléter des colonnes assez rapidement. Vous l'aurez compris, quand vous piochez un personnage, le but sera de le placer le plus judicieusement dans l'une de vos colonnes de manière la plus stratégique possible, mais potentiellement vous pourrez prendre le risque de retourner la petite tuile pour espérer trouver un personnage encore plus intéressant. Et c'est là que Captain Flip se différencie un petit peu de tous ces jeux d'agencement, parce qu'en fait le twist, ça va être dans la prise de risque, dans ce que vous espérez trouver derrière. Vous l'aurez compris, Captain Flip c'est un petit jeu d'agencement avec un peu de prise de risque. Utilisez judicieusement les pouvoirs des différents pirates car certains ne vont pas forcément tous commenter entre eux. Les pouvoirs qui peuvent vous paraître très intéressants risquent d'avoir une contrepartie en fin de partie. Et essayez également de remplir judicieusement vos colonnes qui vous permettront de gagner des petits bonus au cours de la partie. Le jeu est accompagné également de plateaux tous différents qui permettront de renouveler encore et encore vos parties. En résumé, finalement, Captain Flip c'est un peu comme Skijo mais avec des pouvoirs. Et on enchaîne avec un petit jeu de cartes très satisfaisant, il s'agit de Château Combo. Château Combo, c'est un jeu de Mathieu Roussel et de Grégory Grard, édité par Catch Up Games, illustré par Stéphane Escapa. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 10 ans, pour des parties d'environ 20 minutes, une demi-heure. Dans Château Combo, le but étant d'avoir le plus de points de victoire, bien évidemment, et chaque carte que vous allez pouvoir récupérer, qui sont différents habitants du château, vous permettront de gagner plein de points de victoire. Pour gagner le plus de points de victoire, il faut essayer d'optimiser, d'agencer ces cartes. Chaque carte que vous allez récupérer, vous allez les placer devant vous de façon à former un carré de 3 par 3. Ainsi, en ayant 9 personnages, vous essaierez d'avoir le plus de points en optimisant chacun des personnages. Un tour de jeu de Château Combo est relativement simple. Quand c'est votre tour de jeu, vous aurez la possibilité de recruter l'un des 3 personnages qui se trouvent en face de ce petit pion, qui est un petit messager. Il y a 2 pioches différentes, une pioche avec une rivière de cartes de villageois et une pioche avec une rivière de cartes de nobles. Au début de la partie, le messager se trouve toujours en face des villageois, et donc à mon tour de jeu, je pourrais recruter l'un de ces villageois. Pour recruter une carte, rien de plus simple, je paye son coût, qui est indiqué juste en haut à droite de la carte, je la pose dans ma zone de jeu, adjacent à une carte s'il y a une carte qui a déjà été précédemment posée évidemment, et je vais immédiatement réaliser l'effet qui est juste en dessous de l'illustration. Intéressons-nous un tout petit peu davantage sur l'iconographie d'une carte. Vous avez, comme je le disais, le coup en haut de la carte, vous avez également une bannière qui indique son type, villageois ou noble, vous avez également des petits blasons qui auront un impact pour les effets immédiats mais aussi pour les manières de scorer en fin de partie, et enfin nous allons avoir un effet dans une petite bannière qui vous indique comment cette carte va marquer des points en fin de partie.
Donc, exemple d'un tour, je décide de recruter l'agricultrice. Pour ça, je paye immédiatement 5 pièces et je récupère l'agricultrice que je vais poser dans ma zone de jeu. Immédiatement, l'agricultrice me fait gagner une clé par blason jaune que j'ai dans mon château. Il se trouve qu'avec elle, j'en ai 2, donc je gagne immédiatement 2 clés. Donc on a vu que les pièces servaient à acheter des personnages, mais à quoi servent donc ces clés? Eh bien ces clés, juste avant de choisir un personnage, vous permettent d'avoir plus de contrôle sur le choix que vous offre le jeu. En effet, juste avant de choisir une carte, je peux décider de dépenser une clé pour faire 2 choses bien précises. La première, ça va être tout simplement de défausser les 3 cartes qui se trouvent en face du messager et ainsi renouveler le choix qui m'est proposé. La deuxième possibilité, c'est de dépenser une clé pour faire déplacer le messager sur l'autre rivière de cartes. Attention, vous ne pourrez faire que l'un ou l'autre, soit vous renouvelez le marché, soit vous déplacez le messager. On notera que certaines cartes possèdent une petite icône comme ça triangulaire qui va indiquer immédiatement après l'achat de cette carte si le messager descend ou monte. Donc vous l'aurez compris, à votre tour de jeu, vous achetez une carte, vous la placez, vous réalisez l'effet immédiatement, puis c'est au joueur suivant de jouer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs ont joué 9 personnages. Une fois que tous les joueurs ont joué 9 personnages, vous allez compter chacune de vos cartes, et celui qui aura le plus de points l'emporte. Alors vous l'aurez compris, Château Combo c'est un jeu d'agencement, il va falloir acheter les bonnes cartes, essayer de les faire synergiser avec d'autres cartes que vous achèterez plus tard. Mais là où Château Combo est très fort, c'est qu'il divise son marché, vous offrant plus de possibilités mais à la fois aussi plus de contraintes. Certains joueurs ne voudront jouer que avec des villageois, se refusant ainsi des cartes nobles. En contrepartie, certains nobles peuvent vous permettre de marquer des points si vous avez beaucoup de villageois. Et à l'inverse, certains villageois marqueront des points si vous avez des nobles dans votre château. Si on s'attarde rapidement sur la manière de scorer de différentes cartes, vous avez des cartes comme celle-ci qui vous permettent de marquer des points si vous n'avez pas tel blason dans votre zone de jeu. D'autres cartes feront des points en fonction de leur emplacement dans votre grille de jeu. Il existe également des cartes très particulières qui, durant la partie, vous feront des réductions pour un certain type de carte, villageois ou noble, mais également en fin de partie, vous permettront de bonifier vos pièces. Finalement, Château Combo, c'est un ski-joue mais avec des pouvoirs, non? Et maintenant, faisons place au jeu le plus délirant de cette année 2024, j'ai nommé Fast Blast. Fast Blast, c'est un jeu de Peggy Brown illustré par Stumped Workshop. C'est un jeu distribué par BlackRock, c'est édité par Play Monster Games. C'est un jeu à partir de 8 ans pour 3 à 6 joueurs pour environ 10 minutes de partie. Au début de la partie, tous les joueurs vont recevoir un paquet de 20 cartes, va en révéler 4 devant lui. On va également laisser le reste des cartes au centre de la table. On va révéler la première carte et la partie peut commencer. Fast Blast, c'est un jeu qui se joue en temps réel. Donc sur le top départ, 3, 2, 1, Fast Blast, tous les joueurs jouent en même temps. Et lorsque vous commencez à jouer, qu'est-ce que vous devez faire? Vous défaussez de toutes vos cartes, car le but de Fast Blast, c'est de se défausser de toutes ces cartes. Et comment joue-t-on à Fast Blast? Eh bien c'est très simple. Pour vous débarrasser de vos cartes, vous devez jouer une carte au centre de la table. La carte que vous jouez doit avoir soit la même valeur, soit la même couleur que la carte au centre de la table. Par exemple, 3, 2, 1, Fast Blast, je commence à jouer, je pose ceci au centre de la table, elle a bien la même couleur, j'ai le droit. Je me retrouve actuellement avec 3 cartes, ce n'est pas possible, je dois révéler de nouveau une nouvelle carte, j'ai maintenant 4 cartes, je peux continuer à jouer. Évidemment, présenté comme ça, le jeu est très simple, on va pouvoir poser des cartes, et ainsi de suite. Le truc, c'est que durant la partie, on va pouvoir piocher des cartes Fast Blast. Les cartes Fast Blast sont numérotées de 1 à 5, elles n'ont pas de couleur et donc ne pourront être jouées uniquement que sur des cartes de même valeur. Lorsqu'un joueur joue une carte Fast Blast, ça met le jeu en pause et le joueur annonce Fast Blast ainsi que la valeur de son Fast Blast, ici 5. Lorsqu'un joueur joue un Fast Blast, immédiatement on met le jeu en pause, on crie Fast Blast et on va commencer à compter en commençant par le joueur qui est à sa gauche autant de fois que la valeur du Fast Blast. Admettons le Fast Blast ici est de 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça annonce immédiatement quel joueur doit jouer. Ce joueur-là doit jouer soit une carte de même valeur évidemment, il ne peut pas jouer une carte de même couleur puisque le Fast Blast n'a pas de couleur, ou alors il peut également jouer une carte Fast Blast par-dessus. Admettons le joueur joue un Fast Blast de 2, et donc de nouveau on recompte, 1, 2, ce joueur-là doit jouer une carte de valeur 2 ou un Fast Blast. Admettons ce joueur n'a ni de carte Fast Blast, ni de 2, et bien dans ce cas-là, il va piocher autant de cartes de la réserve qu'il va ajouter à son paquet que la valeur du Fast Blast, ici 2. Vous l'aurez compris, Fast Blast n'est pas un jeu dans lequel vous devez réfléchir, vous devez agir vite, mais bien. Faites attention toutefois au Fast Blast, car vous allez compter les joueurs, vous inclus, donc si jamais ça retombe sur vous et que vous ne pouvez pas jouer, vous êtes un peu tiré dans les pattes. Finalement, Fast Blast, c'est pas du tout comme ski-joue. Et on finit cette vidéo en beauté en partant au Japon avec Let's Go to Japan. Let's Go to Japan, c'est un jeu de Josh Wood édité par AEG, c'est distribué par Asmodée en France. C'est un jeu à partir de 10 ans, environ 45 minutes de partie, c'est pour 1 à 4 joueurs. Dans Let's Go to Japan, on va pas vraiment aller au Japon, on va plutôt programmer
notre voyage au Japon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'auteur du jeu, Josh Wood, avait prévu de partir au Japon en 2019. Il avait donc tout programmé, mais malheureusement nous sommes en 2019, et en 2019, qu'arrive-t-il? Et oui, malheureusement en 2019, le Covid-19. Cela annule son voyage, mais ça lui donne l'idée de faire un jeu. Let's go to Japan. Donc dans ce jeu, le but, ça va être de programmer son séjour au Japon, et à la manière un petit peu d'un Faraway, tout ce que l'on va programmer va se scorer, mais à la fin de la partie. Il faudra donc anticiper, optimiser le choix de chacune de vos activités, et ce, à chaque jour. Chaque joueur va posséder un plateau personnel qui va récapituler un petit peu son agenda avec les différentes activités qu'il va faire à chaque jour. Ici, les jetons d'activité vont grimper. On va également avoir ici des icônes de bonus qu'on gagnera durant la partie. Et ici, un compteur de bonheur, de stress qui va évoluer aussi à la fin de la partie. Nous avons ici un récap de manches. Il y aura en tout 13 manches et à chaque manche, les joueurs vont piocher des cartes bleues et roses, respectivement les cartes de Tokyo et les cartes de Kyoto. Simultanément, les joueurs vont piocher du coup des cartes et vont choisir l'une des cartes qu'ils vont essayer d'agencer sur leur agenda. Je vais donc piocher une carte bleue et une carte rose, Tokyo et Kyoto, et je vais choisir l'une des cartes que je vais pouvoir jouer. Une carte possède plusieurs informations, déjà sa couleur pour la ville, ensuite en haut on va avoir des icônes, également le petit chat représente les points de victoire que je gagnerai en fin de partie, une illustration avec un sous-texte pour vous indiquer ce à quoi fait référence l'illustration au Japon, et en dessous une petite récompense si vous obtenez les icônes indiquées. Simultanément, les joueurs choisissent une carte qu'ils vont placer en dessous du jour en question, et l'autre carte sera défaussée sur le plateau de votre adversaire. Cette carte défaussée reste face cachée jusqu'à la 5e manche. Nous allons répéter ces phases jusqu'à la 5e manche, où à ce moment-là, on va récupérer les 4 cartes qui ont été défaussées et de nouveau faire un choix. Une information importante concernant les manches, vous voyez que c'est séquencé en 3 étapes. À la première étape, on pioche 2 cartes, on n'en joue qu'une. À la deuxième, on en pioche 4 et on en jouera 2. Et à la dernière, on en pioche 2, on en joue une. À la fin de la 13e manche, on va donc arriver à la fin de la partie. Les joueurs auront donc joué un minimum de 18 cartes et c'est là qu'on va commencer à compter les points. Les points vous en marquez grâce aux cartes, mais également grâce à l'avancée de différentes icônes que vous aurez obtenues grâce à votre programmation. En effet, lors du décompte final, on va tout simplement pour chaque joueur regarder toutes les icônes qui ont été jouées par jour, faire progresser les différents marqueurs adéquates et ainsi marquer des points en fonction de leur avancée. Les différents marqueurs représentent différentes activités, vous avez le shopping, vous avez la nourriture, vous avez les temples, vous avez les différentes expériences uniques en bleu et notamment les jardins en rose. En plus de ça, la carte qui est le plus au-dessus de votre ligne par jour vous fera marquer des points si vous remplissez les conditions. Vous notez ici que vous aurez la possibilité de gagner des petits avantages, des petits bonus, notamment lorsque vous arriverez à jouer votre 3e carte, car chaque jour sera limité à 3 cartes maximum, vous allez regarder le nombre d'icônes qui correspond à l'icône qui est associée au jour. Plus vous aurez d'icônes identiques à l'icône qui est liée au jour, plus vous aurez de bonus intéressants. Le premier bonus, par exemple, de niveau 1, donc c'est-à-dire si j'ai une icône qui correspond à l'icône du jour en cours, je vais pouvoir augmenter de 1 mon bonheur. Le bonheur est intéressant car plus vous montez dans le bonheur, plus vous marquez de points. A l'inverse, plus vous prenez de stress, plus vous risquez de perdre des points. Le deuxième bonus qui se débloque lorsque vous avez 2 icônes identiques par rapport à l'icône du jour, vous permet de débloquer soit un petit jeton de joker qui pourra faire progresser n'importe quel jeton sur cette piste, soit vous pourrez débloquer également des dossiers qui vous permettront en cours de partie de piocher plus de cartes pour avoir du coup plus de choix. Et enfin, le troisième bonus qui est très dur à obtenir car il faut 3 icônes parmi vos 3 cartes en lien avec l'icône du jour en question, mais cela vous permettra de gagner des tickets de train qui sont très importants. En effet, comme vous vagabondez entre Tokyo et Kyoto, malheureusement vous ne pouvez pas directement vous téléporter. Pour ça, il faudra acheter des tickets. La seule manière d'obtenir des tickets, c'est grâce à ce bonus avec les 3 icônes identiques. Pour illustrer mon propos, c'est très simple. Lorsque vous obtiendrez un ticket, vous aurez la possibilité de le placer à la jonction de 2 cartes qui sont de couleurs différentes, donc Tokyo et Kyoto. À chaque fois que vous changerez de couleur de carte, vous devrez utiliser un ticket. Cela fonctionne sur le même jour, mais aussi sur des jours différents. Évidemment, si vous n'avez pas anticipé les tickets, ce n'est pas très grave, on vous paiera un ticket plein pot, le seul problème c'est que ça vous fera perdre 2 points. Dernière précision durant le jeu, s'il y a une carte qui ne vous intéresse pas parmi le choix que vous avez, vous pouvez toujours la défausser pour récupérer l'une des cartes face cachée pour représenter une promenade. Attention, vous ne consulterez jamais le recto de cette carte-là, vous ne le consulterez qu'à la fin de la partie. Lors du décompte final, lorsqu'on va résoudre un jour, si vous avez une promenade, vous allez pouvoir consulter le recto de cette promenade et choisir soit de la garder
côté promenade, soit de la garder face visible car ces icônes et ces points de victoire sont pour vous peut-être plus intéressants. Une fois qu'on a calculé tous ces points de victoire là, on regarde celui qui en a le plus et c'est celui qui en a le plus qui gagne la partie. Vous l'aurez compris, Let's Go to Japan, c'est un jeu dans lequel on va programmer différentes activités, on va essayer de correspondre au mieux les différentes icônes avec les manières de marquer des points, faire progresser le plus d'activités pour marquer un maximum de points. Mais en plus de ça, le jeu vous raconte une histoire à travers l'expérience de l'auteur, mais à travers aussi vous, votre expérience que vous souhaiteriez avoir si jamais vous partez un jour au Japon. Donc finalement, Let's Go to Japan, c'est pas du tout comme Ski Joe. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo coup de cœur 2024, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à la partager, à la liker, j'espère que vous avez découvert des jeux qui pourront potentiellement vous donner des idées de cadeaux pour cette fête de fin d'année. Moi je vous dis à très bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.